Et oui, le chant des partisans sur Sud Radio, André Berkoff, l'hymne de la résistance en cette journée. Écrit, je le rappelle, par Maurice Druon et Joseph Kessel. Et oui, l'hymne de la résistance, André, en cette journée du 80e anniversaire de la victoire de 1945. Et bien, à cette occasion, l'historien Dominique Lormier publie un livre remarquable dans lequel il met en lumière des faits oubliés ou passés sous silence, André, concernant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut quand même dire aux auditeurs du Sud Radio et aux résistants du Sud Radio que Dominique Lormier, c'est le Sherlock Holmes de l'histoire. Alors lui, il va fouiller les recoins, il va sortir, et c'est vrai que vous avez écrit un certain... Je rappelle quand même, Dominique Lormier, non mais impressionnant, plus de 180 ouvrages, et dans ce livre, Les vérités cachées de la victoire de 1945, qui vient de paraître aux éditions du Rocher, justement, vous racontez énormément de choses. C'est intéressant. 80 ans après, on se disait que tout a été dit. Eh bien, pas du tout. Vous avez effectivement raconté ça, et raconté ça de manière très, très vivante et passionnante. Au fond, cette histoire, vous savez, ça me rappelle toujours cette chanson de Michel Sardou, si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. On pourrait se demander si les Ruskov n'étaient pas là, est-ce qu'on serait pas aussi en Germanie, etc. Et vous racontez justement que cette victoire n'est pas unique des États-Unis et de l'Union soviétique. Il y a eu d'autres armées, notamment les Français, quand même, dont on dit qu'ils n'ont rien fait. Ce n'est pas vrai. Ils ont joué un rôle non négligeable. Et donc, vous racontez cela, et c'est un livre vraiment passionnant que Céline et moi avons lu et que nous vous recommandons. Et oui, alors quelles sont les vraies raisons de la victoire des Alliés en 1945 ? On en parle dans un instant sur Sud Radio avec Dominique Lormier. Je le rappelle, c'est l'un des meilleurs spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Alors restez avec nous, ça va être passionnant. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Jean Ferrat qui rend hommage aux milliers de déportés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour parler bien de cette période charnière de notre histoire, on a le plaisir avec André Berkoff de recevoir Dominique Lormier. Bonjour à vous Dominique. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions du Rocher Les vérités cachées de la victoire de 1945, et dans ce livre, eh bien vous revenez notamment sur l'apport méconnu de la France dans la défaite allemande. Expliquez-nous pourquoi on a sous-estimé la contribution de notre pays. Disons que l'historiographie anglo-américaine s'est fixée sur la défaite de 40, le régime de Vichy, et puis finalement a essayé de passer sous silence à l'action de la résistance, des forces françaises libres, et également de l'armée d'Afrique, et également sur les combats de mai-juin 40, parce que généralement les combats de mai-juin 40, on les voit à travers le prisme de la 7e compagnie, avec une aventure de comique troupier qui a, marqué la France. Bourvil et compagnie. Voilà, qui a marqué la France des années 70, alors qu'en vérité, il faut savoir qu'il y a eu des combats acharnés en mai-juin 40, et que l'armée française s'est fort bien battue. Et j'aurai notamment l'occasion d'énoncer le taux des pertes allemandes durant cette campagne de 6 semaines, qui a été extrêmement élevé. Et oui, effectivement, vous le dites clairement dans votre livre, dès 40, on doit aux troupes tricolores d'indéniables succès. Et parmi ces succès, il y a notamment donc Dunkerque et la bataille d'Angleterre. Racontez-nous. Absolument. Dunkerque, c'est un tournant de la Seconde Guerre mondiale, parce que si le corps expéditionnaire anglais avait été capturé à Dunkerque, il n'avait quasiment plus de troupes pour sécuriser la Grande-Bretagne. Et il faut savoir qu'il y avait à peu près 450 000 soldats britanniques sur le sol français au mois de mai 1940, et 400 000 ont pu rejoindre la Grande-Bretagne, qui ont sanctuarisé la Grande-Bretagne. D'autant plus que la Grande-Bretagne avait perdu dès la bataille de France déjà également 900 avions. Donc c'était vraiment une armée totalement amoindrie. En plus, Churchill était quand même, mis sur la sellette. Il y avait Lord Halifax qui rêvait de l'évincer très rapidement. Et je dirais que la Grande-Bretagne se serait jamais remise de cette défaite si le corps expéditionnaire anglais avait été capturé. Et il a pu s'échapper grâce au sacrifice des 30 000 soldats français qui ont défendu l'approche de Dunkerque pendant une dizaine de jours face à 10 fois plus de troupes allemandes qui ont opposé une résistance acharnée. Il y a eu le cas de Lille où également aussi une garnison de Lille a résisté pendant plusieurs jours et a fixé trois divisions blindées allemandes. Et finalement, les Allemands n'ont pas pu s'emparer de ce corps expéditionnaire anglais. D'autant plus que c'était des troupes professionnelles. Il faut savoir qu'il y avait dans l'approche de Dunkerque
Dunkerque des hommes comme Montgomery, qui sera un des planificateurs du débarquement en Normandie. Il était à Dunkerque, et vous aviez Alexander, qui serait un planificateur anglais, britannique, de l'Empire britannique durant la campagne d'Italie. C'est-à-dire les deux grandes têtes, je dirais, de l'armée britannique étaient à Dunkerque au mois de mai 1940. Ils ont pu s'échapper, justement, grâce au sacrifice de ces troupes tricolores. Et oui, et donc effectivement, il n'y a pas eu, comme le dit cette fameuse légende tenace, une débandade de ces troupes tricolores, Dominique Lormier. Pas du tout, il suffit de voir l'étendue des pertes allemandes du 10 mai 40 au 25 juin 40. Sur les 2700 chars allemands engagés, il y en a eu 1200 qui ont été mis hors de combat, c'est-à-dire pratiquement 50% des chars engagés, détruits ou endommagés. Et sur les 3500 avions allemands engagés, il y en a eu 1700 qui ont été mis hors de combat, si bien que lorsque les Allemands ont débuté la bataille d'Angleterre, ils étaient extrêmement amoindris. Et d'ailleurs, le général allemand Adolphe Galland, un des as de la chasse allemande, a dit que le premier round de la bataille d'Angleterre avait été contre la chasse française. Et la chasse française a joué un rôle essentiel dans la réussite ensuite de la bataille d'Angleterre en faveur des Anglais, puisque les Allemands n'avaient qu'une supériorité de 2 contre 1 contre la Royal Air Force, et or ils auraient dû avoir normalement une supériorité de 3 contre 1 pour véritablement mettre la Grande-Bretagne à genoux. Et le premier round, justement, ça avait été la bataille de France, où la chasse française s'était sacrifiée. Et oui, et la France a aussi remporté plusieurs victoires en Afrique, notamment en Libye, c'était en 1942, cette fameuse bataille de Bir Hakeim. Vous le dites, la résistance française a été héroïque. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs, je le cite, le maréchal Rommel dans ses mémoires de guerre, La guerre sans haine, mais également Churchill a reconnu que ça avait joué un rôle essentiel dans le rétablissement des troupes britanniques à El Alamein en Égypte, puisque la poche de Bir Hakeim, où combattait la première brigade française libre du général Koenig, a retenu la moitié des troupes germano-italiennes qui avaient été lancées durant cette offensive de mai-juin 42 pour conquérir l'Égypte. Or, ils ont été retenus durant 3 semaines, ce qui a permis le rétablissement des troupes britanniques à El Alamein, avec ensuite la suite de la bataille. Et véritablement, on peut dire que les Français libres ont joué un rôle essentiel à ce niveau-là. Alors, Dominique Lormier, c'est très bien. Je crois que c'est très important, effectivement, de rapporter tout ce que vous venez de rapporter, parce que on a tendance. Alors, c'est une question, je dirais presque plus psychologique, historique, mais quand même. Est-ce qu'on n'a pas eu tendance, étant donné qu'il y a eu la collaboration de façon officielle, on a été, effectivement, l'État français collaborant avec les Allemands, enfin, on ne va pas. Est-ce que ça n'a pas contribué, à tort peut-être, mais d'effacer ou de minimiser tout cela? Absolument. Disons qu'on est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire en 46, on a voulu nous faire croire qu'il n'y avait eu que des résistants en France, et après il y a eu le film Le Chagrin et la Pitié, les années 70, qui ont voulu nous faire croire qu'il n'y avait eu que des collabos en France. En vérité, la réalité est beaucoup plus simple. Il y a eu une majorité de Français attentistes assommés par la défaite de 40. Une forte minorité relativement importante de gens qui ont fait de la résistance ou qui ont combattu dans les forces françaises libres, et une forte minorité également, forte minorité également de collabos, entre 300 000 et 400 000 de personnes. Mais il faut savoir qu'il y avait 1 million de Français qui combattaient soit au sein de l'armée d'Afrique, soit dans les forces françaises libres, ou soit dans la résistance intérieure. Et oui, alors donc justement, ceci a été effectivement couvert, c'est ça qui a fait une espèce de chape. Oui. Et oui. Et en quoi justement cette résistance intérieure, elle a joué un rôle capital dans la victoire des Alliés? Absolument. Il faut savoir que 80% des renseignements fournis aux Alliés concernant les défenses côtières allemandes qui ont, je dirais, favorisé le succès en Normandie, ont été fournis par les réseaux de résistance, notamment le réseau du colonel Rémy, la confrérie Notre-Dame, et le fameux réseau Alliance. C'est eux également qui ont transmis également tous les endroits où se trouvaient les fameuses fusées V1 qui devaient bombarder l'Angleterre, qui ont permis le bombardement des sites justement par la Royal Air Force. Et il faut également savoir que la résistance intérieure au niveau des maquis a fixé l'équivalent je dirais, de près de 300 000 soldats allemands dans la guérilla qui n'ont pas pu intervenir. Il y a eu le cas notamment de la colonne allemande Elster dans le sud-ouest, qui a été mise hors de combat par la résistance dans le sud-ouest, où il y a eu une reddition de 25 000 soldats allemands. Et vous avez eu, lors des combats des poches de l'Atlantique, en avril 45, qui étaient menés pratiquement exclusivement par des unités de la résistance intérieure, il y a eu 30 000 soldats allemands également qui ont été capturés. Eh oui, et vous le dites effectivement, l'efficacité des maquis du Sud-Ouest est vraiment méconnue.
Absolument. Ouais. On a surtout fait une fixation sur le maquis du Vercors et le maquis des Glières qui ont été des échecs. Ça a été des erreurs tactiques et stratégiques parce qu'on a voulu créer des poches de résistance, mais qui n'avaient pas des moyens lourds pour justement résister à une attaque de l'armée allemande avec de l'armement lourd. Donc ça a été véritablement, je dirais, les vrais succès ont été notamment dans le sud-ouest. Alors par la suite, effectivement, dans le sud-est, au moment du débarquement en Provence, la résistance a été également aussi très active, mais c'est surtout dans le sud-ouest avec les maquis qui ont mené une guérilla mobile. C'est-à-dire ils ont évité de tomber dans les pièges des Allemands et ils ont mené une guérilla mobile, d'où le succès contre la colonne allemande Elster, puisqu'elle a essuyé entre les Pyrénées et l'Indre plus d'une centaine d'embuscades et s'est totalement disloquée, elle n'a pas pu passer la Loire et elle a été contrainte à capituler. Ça a été l'un des plus grands succès de la résistance avec 25 000 soldats allemands capturés. Et oui, et vous parlez aussi de la résistance bretonne qui représentait une véritable armée, 30 000 hommes. Leur discipline au combat étonne, leur vaillance provoque l'admiration, écrivez-vous. Leur mission ne se limitait pas à des actions de sabotage ou de guérilla. Non, ils devaient fixer, il y avait 150 000 soldats allemands en Bretagne. S'ils étaient intervenus dès le 6 juin ou le 7 juin, ils auraient pu rejeter les Alliés à la mer. En plus, il y avait des unités d'élite, notamment des unités parachutistes. Or, ils ont été fixés dans la guérilla, en grande partie par la résistance. Il y a eu 50% des effectifs allemands en Bretagne qui n'ont pas pu intervenir à temps en Normandie. Et ils ont été également fixés aussi par l'action conjointe de 2 régiments de parachutistes de la Francine. Vous voulez dire oui, pardon, Dominique Lormier, vous voulez dire que ça aurait pu changer le sort du 6 juin Absolument, ça aurait été, 44. oui, notamment. Oui. Si les renforts allemands avaient pu intervenir à temps, d'autant plus que Rommel s'est totalement trompé sur le lieu du débarquement. Oui, il est parti pour l'anniversaire de sa femme. Absolument, et en plus il était persuadé que le débarquement aurait lieu dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors qu'Hitler avait eu l'intuition que le débarquement pouvait avoir lieu en Normandie. Et oui, on en parlera effectivement, on reviendra sur cet épisode de l'histoire française dans un instant sur Sud Radio. Dominique Lormier, parlons à présent effectivement du débarquement oublié de la libération, celui de Provence en 1944. Pourquoi effectivement justement pendant des décennies on a parlé et on continue de parler surtout de celui de Normandie? Parce qu'il y a eu le cinéma hollywoodien qui a mis en avant et qui a eu, je dirais, une portée mondiale. Hein, le cinéma hollywoodien, c'est bien connu. Et on a mis en avant surtout le soldat Ryan et également le jour le plus long, qui est d'ailleurs un peu plus, je dirais, pluraliste, parce qu'on voit également les autres alliés que les Américains. Mais disons que depuis des décennies, on nous fait croire que ce sont les Américains qui ont libéré l'Europe, etc. Et on oublie également notamment le débarquement de Provence, qui a été composé à 60% de troupes françaises de l'armée d'Afrique. Donc 50% d'ailleurs de troupes issues de nos colonies, c'est-à-dire des Maghrébins et également des Noirs de l'Afrique noire, et donc qui ont combattu aux côtés des Français libres et également des Pieds Noirs. Il y a eu un taux de mobilisation très élevé au sein des Pieds Noirs. Et sur les 400 000 soldats alliés qui ont débarqué en Provence, vous en aviez 250 000 qui étaient issus des forces françaises libres et de l'armée d'Afrique, et qui ont libéré les 2 ports stratégiques de Toulon et de Marseille. Et oui, c'est ça, effectivement, ce débarquement a vraiment eu un rôle capital dans l'issue de cette guerre. Oui, ça a permis l'acheminement par le sud-est de la France de 14 divisions alliées, c'est quand même considérable, et ce qui a renforcé, je dirais, la puissance militaire des troupes alliées au moment de la campagne en Alsace, la bataille des Ardennes et la campagne d'Allemagne. Ah oui. Cela dit, il ne faut pas sous-estimer en fait l'action des Américains. Non, elle a été, je dirais, à l'ouest, elle a été décisive. Mais néanmoins, il convient de rappeler aussi l'apport, je dirais, considérable de l'armée soviétique, puisque 60% de l'armée allemande a combattu contre l'armée soviétique, et sur les 5 500 000 Allemands morts durant la Seconde Guerre mondiale, 4 millions sont tombés contre l'armée soviétique. C'est vrai, il faut rappeler, oui, parce que 25 millions de Russes sont morts Absolument. À ce moment-là. Et c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que quand vous disiez, on a fixé effectivement un certain nombre, il faut savoir que l'Union soviétique a fixé des millions de soldats allemands. 60% de l'armée allemande. 60% de l'armée allemande, oui. Ce qui a causé je dirais, la perte de l'Allemagne, parce que l'Allemagne a été, a dû mener une guerre sur 2 fronts, ce qui lui a été fatal. Il y avait 40% de l'armée allemande face aux alliés de l'Ouest et 60% face aux soviétiques. Et justement, alors, Dominique Lormier, c'est une question, on peut avoir de réponse, on n'est pas dans la tête de Hitler, mais comment expliquer qu'en 41, alors qu'il
qu'il était conquérant, qu'il se dit, allez maintenant, bon, il était évidemment anti-bolchevique, ça on le sait, il était nazi, mais comment il décide, et c'est quoi? Et c'est vraiment lui, on le sait aujourd'hui, qui s'est dit, là, allez, il faut maintenant, je suis trop fort, et je vais attaquer l'Union soviétique, en même temps, je vais être sur deux fronts. Qu'est-ce qui fait qu'il aurait pu, enfin, je dis ça heureusement pour nous, mais il aurait pu attendre, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il se décide à entrer alors que, à votre avis, c'est quoi? Il se dit, Staline va entrer en guerre, donc il faut que j'entre en guerre avant lui, c'est quoi? Je dirais qu'il avait des préjugés extrêmement importants vis-à-vis des Slaves, qu'il considérait comme des sous-hommes. Et il considérait que ça serait une campagne relativement facile contre l'armée soviétique. Il était persuadé, avant l'hiver, de terrasser l'armée soviétique, d'autant plus qu'il avait été très mal informé par ses services de renseignement sur la puissance réelle de l'armée soviétique. Et il l'évalue à 190 divisions, alors que durant l'hiver 41, il va avoir face à lui 580 divisions soviétiques. Donc il s'était totalement trompé sur la puissance réelle de l'armée soviétique. Il faut savoir que durant un an, les services de propagande de Goebbels ont voulu faire taire au sein de leur service de propagande l'existence du char russe T-34. Parce que dans le logiciel nazi, il était impensable que des Slaves aient pu construire un char, un char aussi révolutionnaire que le char T-34 au blindage incliné et qui était très en avance sur son époque et qui a causé de lourdes pertes à l'armée allemande. C'était totalement, je dirais, impensable dans le logiciel nazi. Et juste un mot, Dominique Lormier, ça me rappelle... Comparaison n'est pas raison, mutatis mutandis, mais ça me rappelle aujourd'hui avec l'histoire, avec la Russie-Ukraine, certaines radios ou médias qui disaient que les Russes n'ont plus d'armée et se servent de leurs maquettes de chars pour refabriquer des chars. C'est arrivé là. Nous retombons dans le même bourrage de crâne, c'est-à-dire nous répétons les mêmes erreurs. Oui, ça a été totalement sidérant de toutes les âneries qui ont pu être déversées contrairement sur l'armée russe durant la guerre en Ukraine. Oui, c'est assez étonnant, quoi. Et oui, Hitler a-t-il fait perdre la guerre à l'Allemagne? Est-il l'unique responsable de la défaite du Troisième Reich? Vous soulevez ces questions dans votre nouveau livre, Dominique Lormier. Nous allons y répondre dans un instant sur Sud Radio. Joli. Eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, André, cette chanson a été tour à tour utilisée par la propagande nazie, puis par les Alliés. Dominique Lormier, après la fin de la guerre, des officiers allemands ont prétendu qu'Hitler était l'unique responsable de la défaite allemande de 1945. Qu'en est-il vraiment et pourquoi lui ont-ils fait porter le chapeau? Ils l'ont fait surtout pour se couvrir de leurs propres erreurs tactiques et stratégiques. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire de leur défaite, alors qu'en vérité, les torts sont partagés. Il faut savoir que c'est Hitler qui a soutenu le plan Manstein qui a terrassé la France en mai-juin 40, alors que plusieurs généraux allemands étaient contre ce plan. Ils estimaient qu'il n'avait pas fonctionné, que les Français seraient en mesure de contre-attaquer. C'est lui qui a soutenu également je dirais le tandem char-avion qui a également été extrêmement efficace jusqu'en 1943 aux côtés de l'armée allemande. Donc à plusieurs reprises, je dirais, il a eu des intuitions justes. C'est lui également qui avait eu l'intuition que le débarquement aurait lieu en Normandie. Et c'est le maréchal Rommel qui a refusé de le croire, puisque même jusqu'à la mi-juillet, avant qu'il soit, je dirais, mitraillé par des avions alliés, je parle de Rommel, était persuadé que c'était simplement une feinte et que le vrai débarquement allait encore avoir lieu dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors qu'à mi-juillet, il y avait déjà une grosse tête de pont des Alliés en Normandie. Oui, effectivement, vous le racontez dans votre livre sur plusieurs chapitres. Effectivement, donc Hitler est à l'origine de nombreux succès militaires. Il est vraiment l'un des artisans de la défaite française en 40. De 40, oui, parce qu'il a soutenu le plan Manstein. C'était offensif dans les Ardennes, qui était totalement improbable, parce que l'état-major français avait estimé que les Ardennes... Ils étaient persuadés que c'était infranchissable aux Panzerdivisions, alors qu'ils y sont arrivés en 3 jours. Ils ont réussi à traverser, que le général français Hussinger était totalement dépassé par les événements. Il se trouvait à plus de 80 km du front. Il n'a pas pu, je dirais, lancer les contre-attaques à temps, si bien que les Français ont été pris à chaque fois de vitesse par les Allemands. Et ça avait été justement l'une des intuitions, malheureusement pour nous, d'Adolf Hitler, de concevoir la guerre rapide, la Blitzkrieg, avec notamment Einstein, Guderian et Rommel. Et dites-moi, Maginot, c'est la même chose, enfin, cette fameuse ligne Maginot qui allait nous protéger de tout. Oui.
Alors malheureusement, on l'avait pas prolongée d'une manière suffisamment renforcée face à la Belgique. Néanmoins, elle a quand même été utile parce qu'elle a permis, je dirais, la mobilisation française en 39 et la sécuriser d'une certaine manière, cette mobilisation. Et surtout, il faut savoir qu'en juin 40, les Allemands ont lancé des attaques contre la ligne Maginot et qu'ont tout échoué. Il y a eu notamment une offensive le 14 juin 1940 où il y a eu 6000 Allemands qui ont été tués ou blessés ce jour-là. Ils ont lancé une offensive en Moselle contre la ligne Maginot et 600 tués du côté français. Donc on peut dire que de ce côté-là, la ligne Maginot a été utile. N'a pas été, ouais. Malheureusement, nous ne l'avons pas prolongée jusqu'à la mer du Nord. Et oui, un mot important sur la signature de ce fameux pacte germano-soviétique. Donc c'était le 23 août 1939. À l'époque, André, ça a fait l'effet d'une bombe. Ça a fait plus que l'effet d'une bombe. On peut en parler pendant des heures, mais justement, je voulais en parler avec Dominique Lormier, parce que ce qui est intéressant, tout le monde savait que les nazis, les bolcheviks, franchement, on peut pas dire que c'était le même camp. Et pour des raisons X et Y, Staline et Hitler, le pacte Ribbentrop-Molotov, pour être précis, donc signé en 39. Et ce qui a été extraordinaire quand même, qui reste dans l'histoire, c'est le retournement de veste, notamment des communistes français, enfin des communistes européens, et surtout le PSF qui était très aligné, plus qu'aligné sur le Comintern, enfin sur Moscou. Et justement, est-ce que ça n'a pas provoqué quand même, Dominique Lormier, c'est à l'historien que je parle, mais aussi bien aux Français, est-ce qu'il n'y a pas eu là une rupture qui a joué énormément après, avec des strates comme ça? C'est-à-dire cette espèce de changement à 180 degrés, et on allait jusqu'à dire il faut que les soldats français fraternisent dans le journal L'Humanité avec les soldats allemands. Ce qui a été d'ailleurs reproché à Georges Guingouin, qui était un résistant communiste de la première heure, parce que lui, il s'est engagé dans la résistance dès juillet 40, et il a été exclu du Parti communiste, justement, après la guerre, parce qu'il avait justement mis en avant la collusion de la collaboration entre les dirigeants du PSF français et des nazis durant la période de l'été 1940 et jusqu'à l'attaque de l'Union soviétique en juin 41. Est-ce que, à votre avis, ça a laissé des traces, ça? Je pense que... Ah oui, absolument. Oui. Il faut savoir quand même que vous avez eu Charles Tillon et Georges Guingouin, des résistants de la première heure, qui ont été exclus du Parti communiste, alors que vous aviez, après la guerre, un Maurice Thorez qui avait déserté en 39 et qui avait rejoint Staline, et également Georges Marchais, lui qui travaillait comme ouvrier volontaire dans les usines Messerschmitt en Allemagne. Donc vous aviez réellement entre deux poids et deux mesures, quoi. Oui, il était plus que STO, c'était pas le service du travail. Non, il travaillait volontaire. Hein. D'ailleurs, certains hommes politiques l'avaient surnommé Jojo Messerschmitt. Il n'aimait pas ça du tout, et on le surnommait également le mécano de Göring. Ah oui. Alors, effectivement, donc 2 ans après la signature de ce fameux pacte germano-soviétique, il faut le rappeler qu'en juin 41, donc Hitler déclenche son offensive contre Staline. Au départ, Staline n'a pas cru à cette attaque, Dominique Lormier. Oui, il a été dans un état d'hébétement pendant plusieurs jours. Il faut savoir que la veille même, 1 heure avant même le déclenchement de l'offensive, vous aviez encore des trains soviétiques qui allaient fournir des matières premières à l'Allemagne. Il y avait eu des échanges économiques extrêmement fructueux qui existaient également avec l'Italie Mussolini. Il faut savoir que le premier pays à avoir reconnu l'Union soviétique, ça a été l'Italie de Mussolini. Et quand on connaît le passé socialiste de Mussolini, je dirais, il y avait une certaine justification du fait, voilà, et du fait que d'ailleurs le fascisme italien avait un côté social réel qui a existé. Et il faut savoir donc que Staline est resté dans un état, je dirais, d'hébétement prolongé, et il n'a pas voulu croire. Pendant une période. Oui, ça a duré pendant quasiment une semaine avant qu'il se lance dans un discours tonitruant appelant à la réaction patriotique et à la résistance, ce qui a permis aux armées allemandes d'enfoncer facilement les troupes soviétiques qui ne recevaient pas d'ordre et qui ont été attaquées, je dirais, alors qu'il y a eu des avertissements qui avaient donné. Il y avait eu même certains de ses agents qui lui avaient indiqué qu'il y avait un renforcement, je dirais, extrêmement important sur la ligne, je dirais, frontalière de troupes allemandes, que les Allemands allaient passer à l'offensive. Et il faut savoir qu'il y avait eu les purges staliniennes aussi dans les années 30. C'est-à-dire, beaucoup de généraux soviétiques très compétents avaient été éliminés par justement Staline, qui était dans un climat total, je dirais, de paranoïa. Et oui, et Hitler était vraiment persuadé de vaincre l'Union soviétique avant la fin de l'hiver 41. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y est pas arrivé? Eh ben, il n'y est pas arrivé d'abord parce que il était persuadé, il était, je dirais, totalement enrôlé par la campagne de 40.
Donc, il a été mal informé par ses services de renseignement allemands qui lui ont dit qu'il y avait 180 divisions soviétiques, alors que durant l'hiver et le début 42, il y en aura près de 500 divisions soviétiques qui seront en ligne. Donc, il avait totalement sous-estimé la puissance réelle de l'armée soviétique. Il était persuadé de terrasser l'armée soviétique en 2-3 mois avant les pluies diluviennes de l'automne. Surtout que le terrain soviétique est assez particulier, puisque vous avez à partir de l'automne des pluies diluviennes et à partir du printemps, je dirais le dégel du sol qui transforme le sol en véritable bourbier. C'est pour ça que d'ailleurs l'offensive soviétique a été reculée contre l'Union soviétique déclenchée par l'Allemagne, aurait dû être déclenchée en avril. Il n'a pas du tout. En avril 41 et qu'il a été repoussé fin juin 41. Et Dominique Lorgnier, Hitler n'a pas du tout pensé, retenu une leçon de Napoléon? Absolument, il a commis les mêmes erreurs de Napoléon, c'est-à-dire la guerre sur 2 fronts. Mais il était persuadé qu'avec les unités... Il a fait beaucoup de fautes stratégiques. Il a fait des fautes au niveau de la guerre, mais parce qu'il a été trompé en partie aussi par ses chefs militaires, qui étaient persuadés, d'autant plus qu'il y avait aussi, je dirais, l'idéologie nazie qui considérait les Slaves comme des sous-hommes. Ils étaient persuadés qu'ils allaient battre ces esclaves et qu'ils allaient pouvoir les utiliser après pour faire travailler la machine de guerre allemande pour des hautes productions militaires. Et donc, véritablement, ils ont été, je dirais, trompés à tous les niveaux. Mais c'est l'hubris, quand même, qui a joué. Il se croyait le maître du monde. Absolument. Oui, absolument. À ce moment-là, de toute façon, il était d'un ego surdimensionné. Göring également, et les chefs nazis étaient tous des cas pathologiques très intéressants à étudier, je dirais. Et oui, mais vous dites aussi que la dispersion de l'armée allemande sur plusieurs fronts, ça a été l'une des principales causes absolument. de cette défaite. Il y a eu 40% de l'armée allemande face aux alliés de l'Ouest, c'est-à-dire les Américains, les Britanniques et les Français, et 60% de l'armée allemande face à l'armée soviétique. Si la totalité des troupes allemandes avaient pu être engagées sur un seul front, elles auraient peut-être pu gagner la guerre, parce qu'il faut savoir que l'armée allemande, au mois de mai, à la veille du débarquement en Normandie, l'armée allemande, c'est à peu près 350 divisions, dont 40% se trouvent face aux alliés de l'Ouest et 60% face à l'armée soviétique. Or, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'armée soviétique, c'est à peu près 380 divisions. Si la totalité des divisions allemandes avait été engagée contre l'armée soviétique, il y avait à peu près un équilibre des forces, qu'il y avait 350 divisions allemandes face aux 380 divisions soviétiques. Alors justement, Dominique Lorgnier, moi je voudrais revenir là-dessus. Vous avez parlé des... Quelles étaient les motivations laissées aujourd'hui de Staline? Parce que Staline pensait, il devait savoir, quel que soit, et puis les soviétiques et autres, qu'à un moment ou d'un autre arriverait la confrontation avec les Allemands, alors, avec les nazis. Ça va vous surprendre, il n'a pas voulu y croire. Il y avait même d'ailleurs un de ses agents... en 39, quand il décide de faire le pacte, il n'y croyait pas. Non, il pensait justement que le pacte germano-soviétique allait permettre de durer à peu près 10 ans de paix, d'échanges économiques fructueux avec l'Allemagne hitlérienne. C'était sa conviction. Voilà, c'était sa conviction. D'autant plus qu'il trouvait quand même qu'il y avait des incohérences, je dirais, au niveau social entre l'idéologie nationale-socialiste et le stalinisme. C'était deux régimes, je dirais, nationalistes et socialistes. Mais pardon. Mais avec néanmoins des différences majeures, c'est-à-dire il n'y avait pas d'antisémitisme et de racisme. Non, mais je veux dire, Hitler et les nazis parlaient du judéo-bolchevisme. Absolument. Tout le temps. Absolument, tout à fait. Il se dit, non, ça n'existe pas, c'est pas le problème. Il faut savoir que durant la guerre d'Espagne, il y a eu, je dirais, une attitude. D'abord, Staline a soutenu, je dirais, le camp républicain, et puis après, il a gelé les aides justement en faveur du camp républicain. Il a tué les anarchistes. Voilà. Et puis il a flingué également les anarchies. Il y a eu des combats. C'est pour ça d'ailleurs que Franco a dit c'est pas la peine de se presser trop vite pour prendre Madrid. Ils vont finir par s'entretuer entre eux. Et donc c'était ça, c'est qui présidait à Staline et à ses... Alors il n'a pas voulu écouter ses conseillers. Il avait notamment un agent qui depuis le Japon lui avait indiqué qu'il y aurait une attaque imminente de l'armée allemande en 1941. Il n'a pas voulu le croire non plus. Et je dirais les généraux soviétiques étaient les plus avancés intellectuellement et les mieux renseignés sur l'armée allemande. La plupart avaient été victimes des purges staliniennes durant les années 30. Ah oui. Alors parlons
Parlons à présent de l'Italie. L'Italie a-t-elle fait perdre la guerre à l'Allemagne, comme l'a prétendu donc le commandement allemand? Sur quoi reposent ces accusations? Alors c'est totalement faux. Les Allemands avaient besoin de boucs émissaires également, comme ils ont fait également avec Hitler. Contrairement à ce qu'on a dit, l'armée italienne s'est très vaillamment battue sur tous les fronts, notamment la guerre aéronavale en Méditerranée. On oublie généralement qu'entre juin 1940 et septembre 1943, les pertes de la Royal Navy se sont élevées à 191 navires coulés uniquement par la marine ou l'aviation italienne. Et du côté italien, les Italiens ont perdu 196 navires contre les Britanniques. C'est-à-dire, vous avez à peu près une égalité des pertes dans les deux camps. Et le bilan italien est d'autant plus étonnant que les Italiens avaient une marine qui n'avait pas de radar embarqué. C'est-à-dire, ils combattaient pratiquement à l'aveugle, ils n'avaient pas de porte-avions et ils avaient un déficit au niveau du ravitaillement en carburant. Or, malgré ça, la marine italienne a coulé pratiquement autant de navires que de pertes de son côté. Et également, dans l'Atlantique, il y a eu 121 navires alliés coulés uniquement par la marine italienne, parce que la base sous-marine de Bordeaux était une base surtout italienne, où vous aviez 32 sous-marins italiens qui ont mené des combats extrêmement durs, justement, contre les Britanniques. Oui. Alors, je voudrais signaler quelque chose à nos auditeurs. Oui. Vous entendez depuis 15 minutes Dominique Lormier de nous donner tous les chiffres à l'unité près des navires coulés, et il parle sans notes. Là, écoutez, vous me bluffez, mon cher Dominique Lormier. Mais c'est l'un des plus grands spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Non, mais il se souvient de tous les chiffres, mais il est impressionnant. Toutes les parties, bravo. J'ai eu une transposition du cerveau avec celui d'Hercule Poirot. Voilà. Donc, ce sont les les cellules grises Poirot qui ont transité vers les cellules Lormier. Et c'est Hercule Lormier et Dominique Holmes. Voilà, absolument. Dominique, un mot sur Mussolini, qui a quand même déconseillé à plusieurs reprises à Hitler de ne pas d'attaquer plutôt la Russie soviétique. Expliquez-nous pourquoi il ne l'a pas écouté. Alors justement, Mussolini lui menait la guerre en Méditerranée. Il voulait avoir l'aide allemande essentielle en Méditerranée, et il lui avait dit que une guerre contre l'armée soviétique serait une guerre sans fin, que ça allait diviser ses forces, alors que l'adversaire principal, il fallait d'abord abattre l'Angleterre, notamment en Afrique, et notamment verrouiller le détroit de Gibraltar. Ça a été une des grandes erreurs d'Hitler et du commandement allemand. C'est les Allemands avaient poussé Franco à entrer en guerre, et ils auraient pu faire véritablement de réelles pressions, ou du moins de s'emparer du détroit de Gibraltar. Ils verrouillaient le détroit de Gibraltar, et il n'y avait plus de ravitaillement en Égypte en faveur de l'empire colonial britannique. Donc à ce moment-là, les troupes allemandes et italiennes auraient pu foncer jusque au Moyen-Orient et s'emparer des puits de pétrole. Ouais. Oui. C'est fou, d'ailleurs c'est fou. Non, mais ce qui est passionnant d'ailleurs dans votre livre et dans tout ce qui s'écrit et se dit là-dessus, comme ça, à c'est, alors évidemment, c'est facile d'en parler pour nous, mais c'est ces erreurs du jugement extraordinaire qu'on peut faire sur le moment, et même si on est conseillé en disant attention, fais gaffe, là ça ne va pas, là, eh bien on y va, mais franco, quoi. Oui, alors les Allemands étaient des fins tacticiens, mais des piètres stratèges. Hein. Déjà, durant la Première Guerre mondiale, ils ont répété les mêmes erreurs. Ils se sont trouvés sur la guerre sur deux fronts, suite à la victoire française sur la Marne, ce qui a condamné l'Allemagne également à la guerre sur deux fronts. Ils ont répété les mêmes erreurs en 1940. Oui, c'est passionnant, ça. Et oui. En tout cas, demain à Moscou, une vingtaine de chefs d'État, André Berkoff, seront aux commémorations des 80 ans de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Un défilé sous haute tension. André, on va en parler dans un instant sur Sud Radio avec Dominique Lormier. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Eh oui, demain, la Place Rouge accueillera un défilé militaire de grande ampleur, André Berkoff, pour commémorer les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Dominique Lormier, quel a été l'apport capital de la Russie dans la défaite allemande ? Il était effectivement, comme vous le dites, capital. Hein. Comme je l'ai dit auparavant, je rappelle, il y a eu sur 5 500 000 Allemands morts durant la Seconde Guerre mondiale. Je parle bien de soldats allemands. Il y en a eu 4 millions qui sont tombés contre l'armée soviétique. Et l'armée soviétique a fixé 60% d'armée allemande. Le débarquement des Alliés en Normandie n'aurait pas pu être un succès si 60% de l'armée allemande qui se trouvait fixée face à l'armée soviétique s'était trouvée en France, à l'ouest.
puisqu'il a fallu quand même à peu près 3 mois aux Alliés pour percer le front en Normandie face à 40% de l'armée allemande. Donc véritablement, l'armée soviétique a joué un rôle essentiel dans la victoire. C'est une victoire globale avec l'apport bien sûr des alliés occidentaux, parce que les alliés occidentaux ont fixé quand même 40% d'armée allemande, et si ces divisions allemandes avaient pu être engagées contre l'armée soviétique, je dirais que l'armée soviétique, voilà, ça a été des deux côtés. Sauf que combien ont été, Dominique Lormier, qui est tellement fort en chiffres, combien de Russes sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale? Il y a eu plus de 20 millions de Russes qui sont morts, notamment 9 millions de militaires, plus de 9 millions de militaires et plus de 10 millions de civils. 20 millions de morts. Voilà, 20 millions de morts, et aujourd'hui on a tendance à les regarder, je dirais, comme s'ils n'avaient pas existé. Oui, je rappelle quand même quelque chose, et je crois que vous partagez, on en a parlé en antenne, que pour fêter les 80 ans de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, on n'a pas invité les Russes. Oui, alors que ce sont eux justement qui ont libéré le fameux camp. Donc c'est assez incroyable, effectivement. C'est assez spécial. Et alors, donc tu parlais de Trump, Oui, Dominique Lormier, j'aimerais que vous réagissiez aux propos aux récentes déclarations de Donald Trump. Le 1er mai, il a annoncé effectivement son intention de rebaptiser Jour de la Victoire le 8 mai et le 11 novembre pour marquer le rôle décisif des États-Unis dans les 2 guerres mondiales. Il a déclaré ceci précisément: nous avons fait plus que n'importe quel autre pays pour obtenir un résultat victorieux lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons gagné les 2 guerres, personne ne nous arrivait à la cheville en termes de force, de bravoure ou de génie. Ces propos vont faire grincer, je pense, quelques dents du côté des Alliés. C'est totalement délirant. Il faut savoir que durant la Première Guerre mondiale, l'effort principal a été fourni par l'armée française. C'est elle qui a cassé l'armée allemande durant la première bataille de la Marne, et la deuxième bataille de la Marne en 1918 a été menée exclusivement par des troupes françaises, ce qui a condamné l'armée allemande à une guerre défensive, puisqu'elle a été terrassée par la suite en novembre 1918. Il faut savoir, je vais rappeler des chiffres, il y avait à peu près 110 divisions françaises le 11 novembre 1918 sur le front français, et 16 divisions américaines, dont 8 ayant l'expérience du combat. Sans oublier 60 divisions britanniques et 2 divisions italiennes, plus l'Italie qui retenait sur son front dans les Alpes 60 divisions autrichiennes. Donc si on fait le total des chiffres, on verra que le rôle des Américains durant la Première Guerre mondiale a été très limité. Normalement, il y avait 40 divisions américaines qui auraient dû rentrer en ligne en mars 1919. Or, l'armistice a été signé en 1918, en novembre 1918. Oui. Donc l'apport américain à ce niveau-là a été tout à fait secondaire, pas concernant la Seconde Guerre mondiale, mais concernant la Première Guerre mondiale. Oui. André Berkoff, demain, pour les célébrations du 9 mai, Vladimir Poutine va recevoir ses alliés traditionnels, la Chine, le Brésil, le Venezuela, le Cuba, Biélorussie, Kazakhstan et bien d'autres pays. André, l'Union européenne donc a décidé de boycotter Moscou. Quelle est votre analyse? Est-ce une erreur? Non, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on imprime à 2025 ce qui s'est passé et qu'on ne fait pas la différence fondamentale, je dirais de bon sens, entre ce qui s'est passé et les forces en cause, que ce soit en 14-18 ou en 39-45, et régler aujourd'hui les problèmes d'aujourd'hui avec des figures d'hier. Ça me paraît aberrant. Vous voyez que par exemple, on va fêter effectivement la victoire. Vous avez donné, Dominique Lormier, tous les chiffres qu'il fallait donner d'ailleurs. Et comment vous expliquez? Alors, c'est vraiment l'anti-histoire par excellence qu'on veut régler, mettre l'idéologie politique du moment avant le passé et avant les fêtes du passé. On fait un narratif aujourd'hui qui est un narratif, d'enfumage par rapport à quelque chose qui est passé il y a 80 ans et qui doit être célébré comme il faut, et ça devient une politique. L'Europe, par exemple, il n'y aura pas un chef d'État européen à Moscou le 9 mai. Mais on pourrait dépasser cela, non plus un Américain. C'est une forme d'anachronisme, c'est-à-dire c'est justement les pièges qu'il faut éviter en histoire, c'est-à-dire de projeter, je dirais, notre regard politique et stratégique d'aujourd'hui avec des événements qui se sont passés à 80 ans et qui n'ont strictement rien à voir. Surtout que, faut le rappeler, l'armée soviétique combattait du côté des Alliés à ce moment-là. Elle a joué un rôle essentiel dans la défaite allemande, de même que les Alliés occidentaux avec la Grande-Bretagne, les Américains et les Français aussi.
Russie, comme on l'a rappelé auparavant. Donc véritablement, c'est grâce à l'effort de ces 4 grandes puissances que l'Allemagne nazie a été terrassée. Donc on ne peut pas oublier, je dirais, l'apport à 60% de l'armée soviétique qui a permis la victoire des Alliés. Oui, et c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on l'oublie, et justement, on n'a pas la démarche scientifique de l'historien, on a la démarche idéologique du politique. Absolument. Et... on n'a pas de regard panoramique sur l'événement, on a un regard réducteur sur les événements, avec, je dirais, un prisme idéologique extrêmement marqué. Et effectivement, il faut savoir faire la part des choses et voir effectivement l'apport qui a été celui aussi de l'armée soviétique dans la défaite allemande. Oui, tout à fait. Et oui, en tout cas, 2 pays ont décidé de faire fi aux ordres de Bruxelles, André Berkoff, à savoir la Slovaquie et la Serbie. Oui, tout à fait. Slovaquie, la Serbie, effectivement, et puis d'autres. Enfin, bon, ce sont les querelles d'aujourd'hui. Enfin, je ne dis pas qu'elles sont négligeables, loin de là. Mais encore une fois, ne faisons pas d'amalgame imbécile entre ce qui s'est passé à 80 ans et ce qui se passe aujourd'hui. André Berkoff, parlons à présent d'un livre très intéressant intitulé La Visite, et écrit par Michel Guénère. Il vient de paraître donc chez Grasset. Vous avez beaucoup aimé ce récit qui est très détaillé. C'est l'unique visite donc d'Hitler à Paris le 23 juin 1940. Ce fut une visite éclair, André. Tout à fait. Et juste, il faut dire pour nos auditeurs, ce qui intéresse, vous savez, ça a été filmé, évidemment, et ce film peut être vu sur les réseaux, sur un certain nombre. Il est resté, ce livre c'est un petit livre, mais très très intéressant, parce qu'il raconte comment s'est faite la visite, comment ils sont partis avec un petit avion, et la visite d'Hitler, c'est la seule fois où il est venu en France, en tout cas là, et ça a duré très exactement 2h30, et ce qui est très intéressant, et justement, je voudrais faire réagir Dominique Lormier. Donc, il visite le Sacré-Cœur, il visite la Tour Eiffel, etc. Mais où il s'arrête vraiment. Alors, il visite aussi, je dois dire, parce qu'il veut montrer à Albert Speer, qui était évidemment l'architecte que l'on connaît, il veut bâtir une cité idéale, puisque le Reich doit durer 1000 ans, il veut bâtir Germania, etc. Voilà. Il dit, voilà, il faut que tu regardes ça, c'est quand même très beau. Et puis, il s'arrête pas dans Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés. Et puis, là où il s'est vraiment arrêté, où il était ému, ils disent, enfin, qu'il était presque ému aux larmes, c'est aux Invalides, le tombeau de Napoléon. Comme par hasard. C'est pas étonnant donné que Napoléon est pour lui un modèle, je dirais, militaire de conquérant, lui a pris Moscou, contrairement à Hitler un an après. Donc véritablement, il y avait une fascination, je dirais, d'ailleurs, pas simplement chez les Allemands, d'autant plus que les Allemands avaient subi 2 défaites terribles contre les armées napoléoniennes, où l'armée prussienne avait été défaite en 1806, si j'ai bonne mémoire. Donc véritablement, les Allemands avaient une fascination, effectivement, pour Napoléon, qui est un homme un peu parti de rien et qui est arrivé au sommet du pouvoir. C'était un petit aristocrate corse. Et Hitler était effectivement un petit bourgeois autrichien qui a gravi les échelles du pouvoir. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Et puis effectivement, par la suite, il est arrivé à conquérir lui aussi l'Europe sans avoir pu terrasser la Russie comme également Napoléon. Et c'est intéressant parce que quand il s'est arrêté, il a pas voulu rester, mais il a dit quand même là, c'est le plus beau jour de ma vie. Oui. Parce que quelque part, il se comparait. Enfin, il s'est dit voilà, c'est moi Napoléon aujourd'hui. Oui, absolument. C'était le plus beau jour de sa vie, d'autant plus qu'il tenait en haute estime l'armée française, et le fait d'avoir battu l'armée française, pour lui, c'était le tournant de la guerre. Mais il n'a pas vu qu'il y avait également la Grande-Bretagne et la Russie, effectivement, qui allaient lui résister. Puis ensuite, les États-Unis, il avait une vision assez étriquée du conflit. Il n'a pas vu le côté stratégique du conflit. Et pour lui, battre l'armée française, qui était réputée être la première armée du monde, c'était, je dirais, la guerre qui était quasiment terminée. C'est ça. En tout cas, depuis cette visite, André, son image, cette photo d'Hitler devant la Tour Eiffel a vraiment fait le tour du monde. Bien sûr, et le film lui-même, cette petite vie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, Paris est désert, mais vraiment, on voit juste un policier qui salue un petit personne. Et juste un mot là-dessus, moi, quand j'ai regardé ça, ça m'a rappelé le confinement. Vous savez, quand le Paris absolument dégagé, et c'était ça, j'avais pris un taxi, je me rappelle, sans jouer les Hitler. Oui, absolument. C'était ça, c'est le Paris désert, et ce Hitler avec sa petite bande qui est en train de visiter, touriste, quoi.
Eh oui, Dominique Lormier, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle Merci que à vous. votre livre, il est très passionnant. Lisez-le, chers auditeurs de Sud Radio. Il s'intitule Les vérités cachées de la victoire de 1945 et il est paru aux éditions du Rocher. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.